Culture Switch. Bonjour, c'est Sonia et vous êtes sur Culture Switch. Aujourd'hui, je reçois Maher Guven. Maher est écrivain et éditeur. Il a fondé La Grenade, qui est un label littéraire aux éditions Lattès. La Grenade, c'est un label qui casse les codes et donne la voix à des auteurs de tous les horizons que l'on entend peu. On y retrouve des auteurs du monde du rap comme Nicolas Rogès qui a sorti le livre Boulogne, une école du rap français, Pone, le membre de la Funky Family, Oxpo Puccino, mais aussi Mustapha Zem ou le livre de la journaliste Nadia Atroubi Safsaf et de Shadia Chaibi Loueslati sur la vie d'Kalsoum. Je suis ravie de recevoir Maher aujourd'hui qui va nous parler de son parcours si riche et de son label. Bonjour Maher, ça va ? Salut Sonia, comment ça va ? Ouais, ça va. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui moi, je suis content d'être là. Pour ce nouvel épisode du podcast. Je pense que tu vas avoir plein de choses à raconter. Ouais, bien sûr. Oui. Alors, je vais te demander, pour commencer, de te présenter. Je m'appelle Maher Guven. Ok. J'ai 37 ans depuis 2 semaines. Ah d'accord, j'ai des anniversaires. Moi aussi, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Quand avec l'âge, on oublie les anniversaires. On oublie clair. même l'âge qu'on a. Ouais. En fait, du coup, on rajeunit qu'on est éternel. Et tu l'as dit, je suis écrivain et éditeur et je vis à Paris depuis 17-18 ans. D'accord. Comme ça. Ok. Voilà. Alors moi, je veux bien savoir, t'étais où avant, ce que t'as fait, etc. T'as un parcours je suis né à Nantes. D'accord. D'une famille où ma mère est turque et mon père est kurde. Contrairement à ce que les gens pensent, parce qu'ils ne connaissent pas tout ce monde-là, il n'y avait rien de compliqué, parce que c'est tout à fait naturel chez des gens originaires de Turquie qu'un Turc ou qu'une Kurde font d'une famille. C'est pas quelque chose de compliqué en Turquie. D'accord. Et nous, quand on est arrivé en France, ils sont arrivés en France comme réfugiés politiques. Moi, je suis né ici, et donc la particularité, c'est que nous, on n'avait pas de nationalité, on était apatrides. D'accord. Pour des raisons politiques. Je dis ça que c'est une particularité parce que quand après les gens te disent t'es turc, machin, en fait, ton identité, c'est sans papier. Voilà. Et donc, mais moi, je suis content de ça. Je trouve que c'est un. Je me dis que t'es au-dessus des États quand t'as pas de papier. Ouais. Tu vois, t'es un peu, même si on pense aux migrants, tu vois, on a l'imaginaire des gens qui marchent dans les montagnes, dans le désert, sur des radeaux, je sais pas quoi. C'est quand même un truc. Ouais, c'est quelque chose, quoi. Tu vois, ça te marque. Voilà. D'accord. Ok. Et donc, ta jeunesse, qu'est-ce que tu as fait comme études comment ça s'est passé après t'étais à Nantes et après t'es venu directement à Paris. J'ai fait 2 ans à Angers. D'accord. Et j'étais à Nantes, comme tout le monde. J'ai fait, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, j'ai fait mon collège, mon lycée. Comme beaucoup de gens, à l'adolescence, je me suis un peu encanaillé. Enfin, j'étais un peu en rébellion, tu vois. Et puis moi j'étais bon élève, mais après j'étais un abonné au 12/20. Mais en fait c'est parce que je considérais que c'est à partir de là où tu pouvais te dire ça va, et personne m'embêtait pour ça. D'accord. Tu cherchais pas à faire plus, c'est ça ? Je voyais pas l'intérêt. Ok. Je voyais pas l'intérêt, je sais pas comment te dire. Pour moi l'école c'était un spectacle, tu vois. Les profs demandaient des trucs, fallait répondre, tu vois. C'était le public, quoi. Voilà. D'accord. Et après, j'ai fait un DUT de gestion. Et après, je me suis raccroché à la fac de droit. Et j'ai fait un fac de droit et d'éco. Et j'ai fait une double licence. Et puis, de la finance, de la compta. J'ai travaillé en finance. Mais c'était pas mon monde, quoi. En fait, comme un enfant d'immigré, un enfant pauvre, le chemin qu'on m'a montré, qu'on m'a désigné comme étant le bon chemin, était celui d'avoir un bon travail, avec un beau costume.
Et donc, du coup, tu t'as Du coup, pensé tout de suite à la finance. J'ai pas pensé. Non, mais c'est pas quelque chose Ça que s'est j'ai fait pensé. comme ça, quoi. Oui, les gens me disent aujourd'hui, mais comment t'es passé de la finance à l'écriture? Je dis, Ouais. mais ça, c'est pardon, mais c'est une question d'enfant qui a eu le choix. Donc c'est souvent, sans être méprisant, c'est une question Ouais. d'enfant bourgeois D'accord. qui, à 18 ans, se gratte la tête en se disant, est-ce que je ferais pas ci? Moi, je me suis pas gratté la tête. On m'a dit le mieux, c'est ça, et donc je suis marché vers le mieux. Mais je m'ennuyais beaucoup. Et c'était pas très épanouissant pour moi. Il y a des Tu gens, faisais quoi exactement comme métier dans la finance? j'étais consultant et auditeur financier. Donc bon, pour résumer très rapidement, on contrôlait les comptes des entreprises et la valeur des entreprises. Tu vois. Franchement, c'est chiant. Non, mais j'ai beaucoup voyagé. Ouais, ça, c'est un avantage. Ça, c'est... Après, je crois qu'on te met dans une salle, t'épluches les comptes, tu passes ton temps à faire ça, c'est un peu... non? Ouais, tu fumes des clopes avec les clients, voilà, machin. Non, mais après bon, moi, je le vis comme un service militaire du monde adulte, quoi. D'accord. Du monde du travail, en fait. C'est ce qui m'a permis d'avoir des bons réflexes professionnels et d'être structuré, organisé, ce qui a fait qu'après, j'ai pu gagner beaucoup de liberté artistique, créative, parce que derrière, j'étais organisé et structuré. D'accord. Tu vois, ça m'a permis de tchac, et de me dire, OK, tout ça, c'est balisé, et maintenant, je peux m'éclater. Alors, comment t'as fait ce passage du monde de la finance vers le monde de l'écriture? En fait, j'écrivais depuis assez longtemps, mais on va dire pour moi, puis tu sais, les trucs à l'ancienne, Skyblog et tout. Ah, ok. T'avais un blog? Ouais, j'avais un Skyblog. Ah, ouais. Je crois que ça s'appelait La Poucave. Un truc comme ça. D'accord. Et puis, je l'ai gardé assez longtemps, parce qu'après, je l'ai passé sur Facebook, etc. Et t'écrivais sur quoi? Tout et n'importe quoi. Ouais. Tu vois. C'était vraiment des tranches de vie. Ouais, je sais pas, une histoire, une idée qui me passait par la tête, un coup de gueule. Tu vois, voilà. Un souvenir. Donc, c'était pas très éditorialisé, mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, la ligne éditoriale, c'était moi. D'accord. Moi et ce que j'ai dans ma tête. Et puis, j'écrivais comme ça. J'ai écrit un premier roman, mais j'étais encore dans cette boîte. Et puis, en fait, par hasard, j'ai rencontré Eric Fotorino, l'ancien patron du Monde, qui créait un journal. Et quand je dis par hasard, c'est par une aventure sportive. On a fait le Tour de France à vélo ensemble. D'accord. On est devenus amis. Et en fait, quand il a créé un nouveau journal, il avait besoin de quelqu'un qui sait gérer une boîte. Et gérer des sous, et lever des fonds. Enfin bon, tu vois, tout ce que je savais faire. Que tu avais appris justement. Voilà. Dans Et donc, il voulait quelqu'un de jeune aussi, qui comprend le monde des startups. On est en 2013, donc tu sais, les startups, c'est pas... Nous, dans nos métiers, on connaît, on en parle, mais le grand public ne sait pas du tout ce que c'est encore. Ouais. Et donc, avec moi, il y a quand même un soutien, un support, des compétences, et il m'embarque dans l'aventure. Et moi, je suis ravi parce que, bon, le journalisme, tu vois, c'était quand même accéder à une autre forme d'épanouissement intellectuel, c'est d'être proche de l'actu, être proche des centres de décision, proche du monde qui pense. Être sur le terrain. Non, mais justement, au-dessus du terrain, tu vois, t'es dans un monde qui pense, quoi. Ouais. Tu donnes ton avis sur les choses, c'est quand même extraordinaire. Il faut pas oublier qu'on est en 2013, et donc là, on est en 2023, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, Internet et les réseaux sociaux ne sont pas du tout puissants comme ils sont aujourd'hui. Oui. Et donc, en fait, un journal, ça a une très grande valeur. C'est très important. Et donc, je me suis embarqué là-dedans. Et en fait, en travaillant au journal, on a créé... ça, c'est super, c'était génial, c'était une super aventure. On a créé un autre magazine qui s'appelle America, qui a cartonné. Ça m'a fait une réputation d'éditeur. D'accord. De jeune éditeur talentueux. Je m'auto-congratule pas, je rapporte les propos qu'on a dit, mais je connais pas le journal, tu peux nous en parler un peu. America, c'est un magazine qu'on a créé à la suite de l'élection de Trump. D'accord. C'est pas un magazine et ni un livre, c'est un MOOC, c'est la contraction de book et de magazine. Ouais. Et donc, quand Trump a été élu, en fait, un journaliste qu'on connaît bien, François Bunel, nous dit moi je savais que Trump allait être élu, mais ça fait 2 ans que je le répète. Parce que je lis la littérature américaine et ça fait 20 ans que les écrivains racontent le monde des rednecks et des white trash, et que je savais que ces gens allaient se rebeller un jour. Et si les journalistes et les éditorialistes et les politiques avaient lu les écrivains, ils l'auraient compris. Et là-dessus, il me dit, moi, j'aimerais qu'on raconte le mandat de Trump par les écrivains. Et donc, moi, je trouve que l'idée est géniale.
Et donc, on crée un MOOC. Et donc, c'est un magazine très beau, très cher. Ça coûtait 20 €, qui fait 200 pages. Mhm. Et ça a été vraiment un carton d'édition. D'accord. Un carton d'édition. On a fait 18 numéros. Et parallèlement donc, au journal Le 1 où je travaillais, au magazine America qu'on a créé, je me suis attaché à écrire plus sérieusement, en vue d'écrire un roman. Et puis, donc j'en ai écrit 3. 2 ont été refusés. Le 3e a été accepté. Et ça a été le roman du miracle, on va dire, si tu veux. D'accord. Parce que tout a roulé sur ce roman. C'est-à-dire, il est sorti, les journalistes l'aimaient, le public l'aimait. Et en fait, il a eu une vie crescendo. C'était quoi ce roman? C'est Grand Frère. Grand Frère. Et pourquoi les autres ont été refusés? Parce qu'ils étaient pas bons. Qui dit ça? Les éditeurs, tu vois. Ouais, d'accord. Ça leur plaît pas, tu vois. Ok. Ils ont le droit. Parce que maintenant, enfin, je sais pas, maintenant que t'es éditeur, ça se trouve, c'est c'était la des vie, trucs tu vois, c'est ce que je veux dire. D'accord, C'est ok. comme ça, faut... Je sais pas, tu vois, la vie, c'est pas Tinder, hein. Non, mais les gens aiment pas, tu peux pas forcer, tu vois. D'accord. Enfin, l'éditeur aime Ouais, pas, mais ça se trouve, les gens auraient aimé. C'est pour ça que ça m'a fait bizarre, tu vois. C'est la vie, tu vois. Je veux Ouais, dire, ok. Donc, en tout cas, Grand Frère. Et Grand Frère, ça a déroulé, Ok. tu vois. Presse, prix, Goncourt, prix à l'étranger, 17 traductions, etc. Ah et après, ouais. j'étais parti. Ok. J'étais en orbite. D'accord. Et ensuite, tu vois, moi, j'ai pas envie de Et ensuite, c'est la scratcher tes grenade. questions. Et ensuite, c'est la grenade. Alors, mais c'est un peu la suite comment ça logique. se fait? Parce que c'est là, on arrive dans le. Comment ça se fait? Tu vois, Comment tu le montes? Pourquoi tu le montes, en fait? Pourquoi je le monte? Parce que, tu vois, j'ai le sentiment que, pour moi, accéder au monde littéraire, c'est le Graal dans le paysage français. Mhm. C'est pas ce qui est le plus médiatisé, c'est pas ce qui te permet d'être, je sais pas moi, une célébrité comme Orelsan ou Ouais. Damso. Ouais. Mais peu importe, c'est pas mon sujet. Pour moi, c'est le Graal intellectuel, tu vois, D'accord. parce que un livre, en France notamment, la France, c'est le pays des livres. Hein. Les gens l'oublient, mais Ouais. il n'y a qu'en France où tu as des avenues Victor Hugo, Émile Zola, C'est vrai, en tu as des plus. rues avec des noms d'écrivains. Ça n'existe pas ailleurs. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est une particularité très, très importante. Et même les gens qui lisent pas de livres, ils reconnaissent au livre un caractère sacré en France. Tout à Tu fait. vois. Ouais. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé, des livres que j'ai en trop à la maison, je les pose dans la rue, quelqu'un s'arrête en disant, vous n'allez pas acheter des livres. Ouais, tout ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Et j'ai dit, mais j'ai plus de place. Ouais, et puis à chaque fois qu'on se dit, bon, je vais faire de la place, finalement, on les regarde, on les ouvre, et puis ah non, mais celui-là, je le garde, en Voilà, fait. Finalement, tu les gardes voilà. tous. Et donc, y compris quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux livres, il reconnaît ce caractère sacré. Donc, pour Ouais. moi, tu vois, il y avait quelque chose de très noble, tu vois, à être dans ce monde-là. Et en fait, surtout, quand après, tu es auréolé du concours du premier roman, tu fais partie des meilleurs de ta génération. Non, tu es le meilleur de cette année-là, tu vois. Et du coup, bon. Mais moi, je revois mon parcours là-dedans. Je vois, finalement, tu vois, tout ce à quoi je n'avais pas pu accéder et tout ce que j'ai découvert. Et je me rends compte qu'en fait, il y a des escaliers à prendre. Tu vois, souvent on parle d'ascenseur social dans la vie, mais en fait, c'est pas vrai. Dans la vie, moi, je connais pas de gens où tu t'appuies sur un bouton et tu vas où tu veux. C'est pas vrai, ça. Donc, il faut prendre des escaliers. C'est des mondes que tu connais pas. Et je me rends compte que, notamment chez les gens issus de la diversité culturelle et ethnique, mais pas que, parce que tu vois, il y a aussi la diversité géographique. Et en ce moment, c'est pas à la mode, mais on le voit pas. Mais quand tu habites dans un trou paumé à 200 km d'une grande ville, ça n'a rien à voir qu'habiter en banlieue parisienne proche. Exactement. C'est vrai qu'on en parle moins. Ouais. Et comme habiter tu vois, en Île-de-France, donc quand tu es en province, les gens disent Paris. Habiter à Corbeil, c'est pas du tout la même chose que d'habiter à Ivry-sur-Seine. Ça n'a strictement rien à voir. Ouais. Et je dis pas que l'un ou l'autre est mieux, mais quand tu as envie de faire des choses... C'est d'autres réalités. Voilà, exactement. Et donc j'avais le sentiment, si tu veux, que quand tu es issu de la diversité culturelle, géographique, sociale, le monde de l'édition, tu vois, qui est le Graal de la culture en France, de la pensée et tout, c'est très loin de toi. Tu sais pas du tout comment y accéder. Exactement. Donc je me suis dit, bon, comment on fait pour casser cette distance, sachant que je savais que dans le monde des gens issus de la diversité, il y a de l'énergie, il y a des choses à raconter. Et j'avais le sentiment que, tu vois, dans le corpus de l'imaginaire français, littérature, cinéma,
radio, enfin dans tout ce qui est la fiction et le récit, l'immigration était mal racontée. Et là, je vais m'expliquer. Et je pense toujours qu'elle est mal racontée. Mhm. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est pas que la faute des décideurs, des producteurs, des éditeurs. Non, c'est également les créateurs, les scénaristes, les réalisateurs, les écrivains. Eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire que quand tu décides, tu veux raconter ta cité. Je donne un exemple. Mhm. Si tu racontes que des histoires de dealers et de flics, Ouais. le sujet, c'est pas de se dire on salit les immigrés, c'est pas ça le sujet. C'est que tu parles que de ton nombril, Mhm. tu vois. Mhm. T'es un mec qui a traîné en bas d'une tour et tout ce que tu trouves à raconter, c'est de raconter des fantasmes parce que probablement tu n'as pas été dealer. Parce que si tu avais été dealer, tu ne serais pas scénariste. C'est pas grave, tu vois. En fait, ils vont là où on les attend. Exactement. Ouais. Et moi, tu vois, j'ai toujours eu ça parce que j'ai le sentiment que quand moi, il m'arrivait de me plaindre ou même simplement dans ma tête, tu vois, en me disant ça a été dur et tout. En fait, je me mets toujours en perspective. Je me dis, mais pour les parents. Et pour les parents, c'est beaucoup plus dur. Là, c'est beaucoup plus dur, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense à... Mes parents parlaient plutôt bien français. Je pense à mes cousins. Et nous, on parle bien turc avec ma sœur. Je pense à mes cousins où leurs parents parlent mal français et eux parlent mal turc. Moi, à présent que je suis parent, je me dis, c'est fou comme vie. Ça veut dire qu'il y a un fossé linguistique et culturel entre les parents et les enfants. Mhm. Tu vois ? Ouais. Non, mais c'est... En fait, on est tellement là-dedans qu'on n'y pense plus. Oui. Et en Parce fait, que quand t'es enfant d'immigré, c'est exactement ça. Et si tu veux, moi, ça que tu vis. en ce moment, bon, tu vois, je suis en train de travailler sur un texte sur l'immigration. Mhm. Et tu vois, les discussions que j'ai avec des gens et tout, quand on rebalance tout cet univers-là uniquement sur le prisme de la couleur de peau et tout, je leur dis, attends, il y a un moment, c'est très important, la couleur de peau, mais dans nos parcours d'immigrés, c'est pas ce qui nous a le plus handicapés. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous a énormément handicapés. Il y a justement le fait que nos histoires ne sont jamais rentrées dans le corpus de l'imaginaire français. Exactement. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu un film qui raconte l'immigration turque. Tu vois, je l'ai pas vu. Ouais. Je n'ai pas vu un film qui raconte. Je pense à mon copain Oxmo. On se disait l'autre jour, on n'a vu aucun film qui raconte l'installation d'immigrés maliens dans les années 70 en France. Exactement. Par contre, le film de la Tessie, on l'a vu 12 fois. Ouais. Tu vois. Et nous, on est un peu plus vieux, mais Rail, La haine, Ma cité va craquer, ça commence, tu vois. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Quand je vois sur Netflix un truc, je dis encore. On va pas citer de trucs, mais oui. Non, oui. mais je juge pas, tu vois, je juge pas. Non, mais il y a une lassitude, c'est clair, parce qu'on aimerait avoir. Mais après, moi, je me pose la question, est-ce que les gens ils font ça parce qu'ils se disent si je fais un truc, enfin, je sais pas, si je raconte une histoire complètement différente, j'aurais pas mes subs, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, il y a cette réalité de. Je sais pas, c'est vraiment une question, je connais rien. C'est une réalité, tu vois. Mais après, c'est un choix, tu vois. C'est toi qui choisis ce que tu veux raconter. Ouais. Et c'est toi qui crois dans ton projet et qui va jusqu'au bout. Et qui doit le vendre et qui doit expliquer. Et je raconterai tout à l'heure, mais un jour, un jeune me dit, ouais, mais toi, t'as été privilégié, machin et tout. Je suis tombé des nues, tu vois. Je suis tombé des nues. Je dis, mais de quoi il parle, en fait? Il est ouf, lui. Je dis, ok, t'es Renoir, mais je lui ai pas dit, t'as grandi à Paname. Tes parents, deuxième génération, ta mère, elle est prof, ton père, il est expert comptable. De quoi tu parles, en fait? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, la grenade, tu l'as montée parce que je trouvais qu'il manquait des récits, qu'il fallait aller les chercher. Ok. Alors, comment Moi, je sais pas. Enfin, en vérité, on a reçu Wafa, que tu connais, qui nous a expliqué aussi comment ça s'était passé, parce qu'elle aussi a monté sa maison d'édition. Mais toi, comment tu t'y es pris? Moi, en fait, si tu veux, par rapport à Wafa, j'étais beaucoup plus introduit dans le monde de l'édition. Tu vois, je sais comment ça marche, je connais les éditeurs. Et tout simplement, si tu veux, la personne qui éditait mon livre dans les collections en poche, mon premier livre, Véronique Cardi, elle m'a dit, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Propose-moi des projets. Okay. Donc j'ai réfléchi, j'avais la grenade dans mon sac. Donc quand je lui ai proposé la grenade, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut le faire. Tu vois, c'est important. Et ce dont j'étais persuadé, si tu veux, c'est qu'il fallait le faire pour des raisons morales, ce que j'ai expliqué. Oui. Mais pour que les raisons morales, elles tiennent,
fallait qu'économiquement ça fonctionne. C'est ça, Tu c'est ce vois, que j'allais te demander. Et moi, vraiment, c'est quelque chose dont je suis intimement convaincu, c'est que faire des bonnes actions, c'est super, Mhm. tu vois, mais en fait, il faut leur donner les caractéristiques pour qu'elles puissent vivre elles-mêmes, tu vois, Voilà, qu'elles soient ça, pour que ça autonomes. perdure. Et pareil, le label, je l'ai toujours conçu en me disant, si un jour je suis plus là, si quelqu'un me prend ma succession, il faut que ça marche, tu vois. Il faut pas que je sois un élément déterminant de l'existence de ce label. D'accord. Et donc, dès le début, on a essayé de voir comment on pouvait créer un label avec non pas 1 ou 2 titres par an, mais une proposition solide de 8 à 10 titres par an. D'accord. Comme ça nous permet d'avoir un public qui nous suit et aussi d'aller sur des univers un peu plus vastes, tu vois, qu'uniquement la littérature issue de la diversité, Mhm. mais d'aller piocher dans le rap, donc dans les cultures urbaines, Mhm. de faire de la BD, etc. Donc en fait, d'avoir un univers extrêmement large. Et je dirais, pour moi, ce qui est extrêmement important, j'ai essayé de travailler avec des auteurs, enfin en tout cas, et je continue d'essayer, qui ne sont pas là que pour dénoncer. Parce que je considère que quand tu dénonces, tu répares rien, tu vois. Donc il faut donner aux gens les moyens de se mobiliser et de créer du commun, tu vois. Et ça, je l'avais parce que je l'avais gardé des lectures d'une interview de Michel Foucault, un des philosophes de la French Theory, très important, si certains auditeurs ne connaissent pas, mais très important en France en philosophie, et qui disait, on lui demande un jour... Michel Foucault, il est homosexuel, c'est les années 80, c'est encore mal vu en France, il y a le sida, c'est mal vu d'être homosexuel. Ouais. Et on lui dit, mais vous avez jamais beaucoup écrit sur l'homosexualité, vous n'avez jamais dénoncé l'homophobie. Il a dit, mais en fait, je m'en fiche de dénoncer l'homophobie. Moi, ce que je veux, c'est qu'un jour, on n'emmerde plus les homosexuels. Ouais. Et donc, je vais donner les atouts, les cartes en main aux homosexuels pour pouvoir se battre, et en même temps, Et faire de la voix. et expliquer aux autres que c'est une connerie d'être homophobe. D'accord. Et donc, nous, c'est un peu comme ça qu'on a conçu la chose. On s'est dit comment on crée du commun, comment on positivise les histoires d'immigration. Et voilà, tu vois. Alors, comment ça se passe? Tu vas aux éditions La Tête et Ouais, tu leur on proposes... discute avec Véronique, Ok, tu voilà. vois. Et Véronique, c'est quelqu'un d'assez speed, ce qui est bien. Il faut que les choses aillent vite, tant mieux, tu vois, parce que du coup, elle est moteur, elle est locomotive. Et très vite, on s'est dit, on crée un label, donc on a besoin d'auteurs, une charte C'est graphique, etc. Alors, comment tu trouves les auteurs? Ah déjà, j'avais un réseau, Ok. tu vois. Le truc, c'est quand t'as un prix comme le Goncourt, en fait, Ouais, t'as déjà tu deviens un pot de miel. Tu savais déjà qui allait voir, etc. En Ok. fait, les gens t'appellent après, Ouais, tu vois. Donc, ouais. j'avais beaucoup de gens autour de moi, et quand on a fait une annonce dans la presse et les réseaux sociaux, création d'un label, en fait, tu vois, Ils sont tous venus. on a été la ruche. Et- C'était beaucoup des auteurs à qui on fermait la porte ailleurs ou qui causaient pas. Alors attends, ouais, ou... pour t'expliquer, c'est pas tant qu'on te ferme la porte, c'est qu'on te l'ouvre pas. Mhm. Tu vois. Ah ouais, c'est quoi la La subtilité? différence, c'est que si tu veux, il y a beaucoup de gens qui demandent, et l'édition, comment ça fonctionne malheureusement, c'est que ça fonctionne par réseau, parce que quand tu envoies ton texte par la poste ou par mail, quand tu es éditeur, tu reçois tellement de textes qu'en fait, au bout d'un moment, tu sais plus à qui dire oui ou non. Et donc, pourquoi ça fonctionne par réseau et par capillarité? C'est parce que, en fait, quand tu as des gens qui travaillent dans l'édition, dans ton entourage, que ce soit 1, 2 ou 3 contacts, finalement, tu peux faire lire ton texte. Donc après, tu peux l'améliorer. En fait, tu as une sorte de culture, tu vois. T'acquiers comme ça, de manière informelle, une culture de ce qu'est un livre, de ce qui est attendu, du format que tu dois envoyer. Mhm. Et ça, j'en avais vraiment conscience. Donc je me disais, comment on casse ça? Et on a cassé ça. Du coup, on a eu beaucoup de gens qui avaient écrit et qui n'étaient pas publiés. Et moi, j'ai essayé de voir qui avait de l'énergie là-dedans. D'accord. Parce que je dirais qu'un artiste qui n'a pas d'énergie, c'est très très compliqué pour l'éditeur. Et après, pour la presse et l'équipe, tu vois, il est endormi, quoi. Et donc, il faut qu'il soit réveillé. Oui, En oui. fait, l'artiste, il est au front, quoi. C'est le premier soldat sur la ligne. C'est ça, il faut qu'il défende son projet, il faut Voilà. que les gens Parce qu'en comprennent, plus, il faut qu'il entraîne les faut gens. qu'il Ouais. pige qu'il est en première ligne, parce Ouais. que si on gagne la bataille, c'est lui qui aura la couronne, et c'est lui aussi qui peut prendre les balles. Et non, mais tu vois, Ouais. je veux dire, s'il y a un bad buzz, moi, c'est pas grave, tu vois. Enfin, je suis triste pour lui, tu vois. Mais les gens, c'est eux, c'est lui qui voit, c'est pas toi, quoi. Ouais, Ouais. et donc c'est lui qui se bagarre pour son projet. Et Ok. nous, on accompagne, bien entendu.
tu vois. Et donc pour moi, si tu veux, je me disais, ma vision de la Grenade, c'était, on a comme une espèce d'équipe de chevaliers et de chevalières, tu vois. Ça va être une nouvelle génération d'auteurs, et dans 10 ans, 15 ans, ils feront partie des auteurs installés dans le paysage littéraire, tu vois. Alors, la première signature, c'est qui? C'était, Parce qu'il n'y a que des trucs canons, moi, je trouve. Hein. C'était Mark Shepson, Ouais, voilà. qui était quelqu'un de connu, tu Oui. vois, dans le paysage Ouais. de la culture urbaine et de la L'expert diversité. dans il Ouais. avait un magazine en plus. Exactement, il avait un magazine. Alors que, ouais. Et c'était le premier, parce que c'était un texte prêt qui était bien, et qui se passe à Paris, qui s'appelle Et je veux le monde. Et c'est le premier qu'on a accompagné. Malheureusement, il est sorti une semaine avant le confinement, Ah ouais. le premier confinement. Oh là là. Bon, ça a été compliqué à défendre. Mhm. Et après, très vite, si tu veux, on a eu Beaucoup de projets. 8. Là, on est à 35 projets en ouais. 3 ans et demi, tu vois. D'accord. C'est lesquels qui ont le mieux fonctionné, qui ont le fait... Bon, moi, j'ai une petite idée, mais tu vas me dire si... C'est Jamel Cherigui, La Sainte Touche. D'accord. Notamment pour l'histoire de l'auteur, qui est très touchante. C'est un épicier de Roubaix, du Nord, et qui s'est mis à écrire dans son épicerie parce qu'il s'ennuyait, et il s'est mis aussi à lire aussi parce qu'il s'ennuyait. Et donc, il s'est pris de passion pour la littérature, il s'est mis à écrire, mais c'est quelqu'un qui a arrêté l'école en seconde, je crois, tu vois. Et donc, c'est quand même une histoire plutôt rare, tu vois. Et il a écrit ce roman, La Sainte Touche, qui raconte de manière romancée, tu vois, plus ou moins son histoire. Et il a fait 2 livres, le deuxième s'appelle Le Balato, mais le premier a vraiment, c'est le plus gros succès de la Grenade. On est autour de 35-40 000 exemplaires, ce qui est énorme dans l'édition. D'accord. C'est des gros scores dans l'édition. Et après, il y a eu Oxmo. Son premier roman, Les Réveilleurs, ça a été vraiment un carton parce que c'était attendu. Et en même temps, il a surpris tout le monde parce qu'il a écrit un texte qu'on n'attendait pas de lui. C'est-à-dire ? C'est un conte pour adultes, tu vois, un peu loufoque. C'est un conte écologique. C'est vrai que lui touche à tout, hein. Ah ouais. Mais c'est sa force, hein, c'est bien. Ouais, c'est sa force. Donc, mais toi, tu savais qu'il écrivait. Il avait déjà écrit des choses avant, parce que j'avoue, ses projets, par rapport à l'écriture, je les connais moins. Il écrivait depuis longtemps. D'accord. Il avait été édité, mais c'était des formats plutôt courts. Il y avait un recueil d'aphorismes. Tu vois, mais là, le roman, pour lui, c'était une nouveauté. Tu vois, c'était quelque chose d'assez nouveau. D'accord. Et donc, voilà. Ok. Tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets par rapport au rap. C'est ça aussi qui fait que j'aime bien le label. Pas que pour ça, parce qu'il y a d'autres projets que j'aime bien aussi. Mais ça, voilà, pour toi, c'est vraiment une volonté ou c'est un peu quelque chose que tu essayes de faire pour aller chercher une audience jeune ? Non. Enfin, moi, je pense que, en fait, pour moi, le rap, pour les gens de ma génération, il n'y a plus rien de rebelle à écouter du rap. Tu vois ce que je veux dire ? C'est normal. Quand j'avais 13 ans, 15 ans, c'était un acte de rébellion. Bon, maintenant... Tu vois. Ça a changé. Ouais. Et donc, en fait, tu vois, il n'y a pas de raison que ça ne se patrimonialise pas. Tu vois, il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas dans l'imaginaire collectif, parce qu'il y a des histoires dans le rap, il y a des légendes, il y a des récits, il y a de la joie, il y a des larmes. Oui. Et tu vois, quand on a édité le livre de Nicolas Rogès, Boulogne, une école du rap, c'est un livre d'histoire sur l'école du rap de Boulogne, donc c'est une école artistique. Il y a eu tellement d'artistes, les Sages-Peau, Booba, Ali, Eliem, Salif et j'en passe. Il y avait, quand je suis venue à la Fnac, il y avait Zoxy qui était là, donc les Sages-Peau, ok, avec son frère. Et donc tu vois, quand Nicolas nous a proposé le projet, moi je l'ai vu, je me suis vraiment dit, c'est génial que quelqu'un nous raconte l'histoire, comment cette ville a fait émerger 50 ou 100 artistes, tu vois. Oui. Une petite ville de banlieue parisienne, et en plus une ville riche, tu vois. Donc une ville qui n'a pas une identité de quartier dur et tout, tu vois. Et donc c'était passionnant qu'il fasse ça. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est une histoire qui est rentrée dans le patrimoine. C'est-à-dire que dans 20 ans, quelqu'un veut comprendre ça, il a un texte qui lui raconte, tu vois. Et le moment, c'était là. Parce que ça se trouve, si tu veux l'écrire dans 20-30 ans, il y a des artistes qui ont disparu, des personnes qui ne peuvent plus raconter, etc. Donc, c'est hyper important quand on est éditeur de pouvoir saisir les moments pour que les projets se fassent et qu'ensuite, ça rentre dans le patrimoine, tu vois. D'accord. Et donc, tu vois, Boulogne, d'avance, je savais que c'est un livre
tu vois, et l'auteur, il se vexera pas s'il l'entend, parce qu'il le sait, on en a discuté. C'est un livre sur lequel on savait qu'on ne ferait pas un grand succès commercial. Mais c'était important qu'il existe, ce livre, tu vois. Après, j'ai l'impression que ça a fait beaucoup de bruit Ouais, quand même. oui, ça a fait du bruit. Ouais, Ça a fait notamment par l'OP promo hyper original que vous avez fait. Ouais. Je sais même pas comment vous avez fait pour faire ça. Bah moi, tu sais, je fais des collages déjà. Tu sais, D'accord. je colle des textes dans la rue. Ok. Par exemple, j'ai une œuvre d'art qui est exposée dans un centre contemporain. J'ai pris mon 2e roman et j'en ai fait un livre géant de 10 mètres par 6, tu vois. Parce que là, vous avez renommé les rues, en fait. Ouais, et là, j'ai dit C'est à un truc de Nicolas, fou. tout simplement, j'ai dit, tu sais, pour rendre hommage aux artistes, la meilleure chose à faire, c'est qu'on va renommer le nom des rues en leur hommage. Et je lui dis, je pense eux-mêmes n'ont pas conscience de l'apport culturel, tu vois, qu'ils ont eu pour cette ville et dans le rap français. Ils sont conscients d'être des célébrités, tu vois, mais ils n'ont pas conscience du mouvement qu'ils ont lancé. Et donc, quand on l'a fait, on n'a prévenu personne. Ouais, ça, vous avez demandé une autorisation à la mairie ou... Non. D'accord. Là, je dis pas, je peux pas en dire parce qu'on pourrait toujours avoir une procédure en justice. Tout à fait, ok. On a collé. Ok. On a collé avec du papier et de la colle à papier peint. Et au départ, c'était pour tourner un clip. Sauf qu'en fait, en même temps qu'on filmait, au moment où on a collé le panneau Booba, place Marcel Samba, donc on avait une énorme échelle de 6 mètres. Et en fait, les gens ont commencé à filmer. Ah ouais. Tu vois. Et quand les gens me demandaient qu'est-ce que vous faites, moi, pour pas que les gens, tu vois, on a dit ah non, on travaille avec la mairie, la région Île-de-France. D'accord. C'est un projet c'est un grand projet culturel sur la valorisation des artistes. D'ailleurs, il y a une rue Coluche là-bas et tout. Ouais. Mytho. Ouais. Et donc les gens ont commencé à filmer en disant ah, la mairie a renommé la rue Booba et tout. Et ils ont commencé à tweeter. Et voilà, du coup, là, c'est devenu viral. Moi, j'avais les photos et je me suis dit. Ah ouais, attends, ça a commencé, tu vois, très vite, en 2-3 heures. Booba a partagé, machin et tout. Et là, moi, on avait fini l'OP et je me suis dit, ok, j'ai les photos, j'ai écrit un communiqué de presse et j'ai balancé aux rédactions. Et en fait, ensuite, les médias rap ont repris, mais pendant 2 jours, ça a été léger. Le Parisien a fait un article et le lendemain, ce qui est drôle, ce qui a tout lancé finalement, c'est que Pascal Praud en a parlé dans son émission. D'accord, en ok. critiquant. Comme je regarde pas. Ouais. Tu vois. Non, mais en critiquant. Ouais, bien. Mais en critiquant Pascal Praud. Donc... Oui, non, c'est scandaleux, non, machin. Et en fait, ça fait un buzz du coup. Ah bah là, c'est là que c'est parti. Okay. Là, tous les médias rap sont venus après. D'accord. Et après, le Parisien a refait un article, et d'autres médias, d'autres journaux, avec des vidéos, des trucs et tout. Et en fait, les gens après nous demandaient, tu vois, où sont les panneaux. Et ce qui est drôle, c'est qu'à partir du moment où on a... En fait, pendant 4 jours, tu pouvais tout voir. Et à partir du moment où c'est devenu un buzz, il y a une équipe qui s'est montée la nuit, qui est partie tout taguer, tout arracher. Ah ouais. Mais du coup, c'est con parce que nous, on était en train d'organiser des visites, tu vois. Ouais. Les gens, parce que tu sais, dans le Parisien, ils ont dit idée de balade pour votre week-end, allez voir les panneaux à Boulogne. Donc c'était marrant, tu vois. Et ça nous a un peu dépassé, mais c'était marrant en même temps. Parce que tu vois, c'est un gros coup. Enfin, c'est moi, une je OP trouve qui a coûté rien. Voilà. 27 €, je crois. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est un truc vraiment... Donc ça va vraiment, encore une fois, à contre-courant. C'est pas la peine de faire des trucs forcément avec des énormes budgets, mais etc. Mais ce qui était drôle, c'est quand c'était marrant, on avait collé les panneaux et le lendemain, on se connaît un tout petit peu avec Zoxy, mais pas beaucoup. Il m'envoie un message le matin, il prend en photo le panneau parce qu'on avait collé devant chez lui, tu vois. Donc, place ronde à Boulogne, place haute à Boulogne. Et c'est la place qui est ronde. Et donc, il passe, on avait collé rue Zoxy et Mélophilo. Et à côté, il y avait place d'Anidane, je crois, ou rue d'Anidane. Il m'envoie une photo, il me dit c'est quoi ce bail, c'est vous ça? Et je lui mets bah non. Je dis, c'est quoi ce truc et tout, vas-y, on voit des photos. Je pense qu'il s'est dit ce qui me mitonne, tu vois, il était pas sûr. Pas trop. Comme on se connaissait pas trop, tu vois, ouais. je faisais plutôt éditeur, c'est homme sérieux, tu vois. Il a dû se dire mais attends, c'est quoi cette histoire et tout. Et en fait, très vite, on a levé le lièvre parce que. Ça l'a touché alors. Ouais, je pense qu'il était très touché. Que ça l'a touché. Mais même, tu vois, Kondo, Turi, il était très très touché. Booba, il a partagé plusieurs fois, tu vois. Ils ont même eu un clash sur l'histoire du panneau avec Maes. D'accord. Quand les panneaux étaient arrachés, Maes s'est foutu de sa gueule. Je disais, mais il est con. Moi, j'ai pas vu de rue Maes, tu vois. Oh. Il y aura jamais. Toi aussi, t'envoies des petits. Non, moi, j'en fous.
Non, mais je veux dire, tu peux critiquer Booba, mais Ouais, nous, on l'a mais il que- est ce qu'il est. Bah, Voilà. Non, mais tu sais, Il a quand tu vois. compté. Ouais, enfin, le mec, il est là depuis 97, Exactement. voire avant. Ouais. Tu vois, moi, en 97, je mangeais encore des chocs à pic. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais franchement, canon. En tout cas, ouais, c'est encore un beau projet. Il y a Pawn aussi. Ouais, Pawn, c'est un super projet. C'est un ami qui me l'a présenté. On est entré en relation par les réseaux sociaux. Donc, Pawn, c'est un membre de la Funky Family, un membre Oui. fondateur. C'est leur beatmaker. Et Pawn, si tu veux, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il a contracté la maladie de Charcot Voilà. en 2015. Et donc, aujourd'hui, il est entièrement paralysé. Mhm. Et donc, c'est quelqu'un qui vit chez lui et qui communique avec l'extérieur grâce à son ordinateur et à Internet. Et donc, on va dire qu'on s'est rencontrés, on a parlé longtemps par la messagerie d'un réseau social. Mhm. Et en fait, il m'a parlé de son texte, etc. Il me l'a envoyé. Et après, on a travaillé à distance. Donc, c'est une expérience particulière, tu vois, même pour moi. D'ailleurs, je vais le rencontrer pour la première fois la semaine prochaine. D'accord. Mais c'est quelqu'un que je connais que par la messagerie, La tu vois. messagerie, Pourtant, on a ouais. travaillé sur Google Doc pendant des heures, des trucs. Incroyable, hein. On s'est téléphoné. Alors, quand je dis on s'est téléphoné, en fait, j'appelle sa femme qui me Oui. met en haut-parleur. Oui. Ensuite, il répond. Donc, quand il Voilà, parle, avec sa machine. il écrit avec sa machine et on Ouais. entend Une voix. une voix Ouais. qui parle. Et donc, on a fait ce projet où il raconte sa vie et sa maladie. Et on est content. C'est un livre qui a très bien marché, notamment en promo, et qui a beaucoup touché les lecteurs. Tout On a à même fait fait. un Planète Rap, ce qui était très marrant. Incroyable. On a fait un Planète Rap avec tous ses amis. Et Ça, j'avais pas suivi ça. on a fait ça au mois de juin, je crois. D'accord. Ouais, on a fait ça au mois de juin. Ouais. Et c'était drôle. Il y avait Sosomanes, des anciens de la FF, Cut Killer, enfin plein de gens, tu vois. Donc c'était chouette. Ouais. Et Fred de Sky, bien entendu. Bien entendu. Donc c'était marrant. Ok. Et Fred, tu vois, en 24 ans de Planète Rap, je crois, c'est la première fois qu'il faisait un livre. C'est drôle. Franchement, bravo. Non, mais c'est vraiment canon ce que tu fais, honnêtement. Voilà. Après, on va pas pouvoir parler de tous les livres. Il faut que les gens aillent regarder sûr, parce bien que sûr. je pense que Ouais, voilà, allez. enfin, il y en a forcément qui vont. Moi, il y a donc j'ai oublié son nom là que je viens de dire, la journaliste qui a écrit le livre sur Kalsoum. C'est quelque chose qui m'a touchée aussi. Le roman graphique. Oui, parce que elle expliquait que pour les Tunisiens, Kalsoum, Ouais. c'était hyper. Mais bon, comme ma mère est tunisienne, je disais ah ouais, ça c'est vrai. Ah Je ouais. me les suis tapé les chansons de 30 Ah ouais, minutes et je l'ai lu d'une traite 30 en minutes. fait. 30, tu rigoles, C'est 30 minutes. Des fois, c'est 1h30. Ouais, une voilà, chanson. 30 ou je sais plus. Quand elle Non, est mais venue, ma mère a écouté ça à la ouais. radio, donc ils ne pouvaient pas Ouais. mettre une heure. Donc, Déjà 30 minutes. Kalsoum, pour tu ceux qui ne connaissent pas, grande chanteuse Voilà, égyptienne oui. des années. vois. Cantatrice. Cantatrice, Oui. des années 40. Donc, grande chanteuse. Même Maria Callas, pour ceux qui connaissent, l'appelait la voix. Charles de Gaulle l'appelait la grande dame, etc. Et donc, dans les années 40, 50, 60, c'est la plus grande au monde. Et donc, elle a donné un concert en France à l'Olympia. Et en fait, dans ce concert qui a duré 4 heures, il y a eu que 3 chansons. Ouais. Oh, incroyable. Donc chaque chanson dure 1 heure et demie, tu vois. Et les gens, ils sont scotchés. Les gens sont scotchés, ils sont en transe, il y a des malaises. Enfin bon, c'est un autre monde, tu vois. C'est un autre monde. Et donc on a édité une bande dessinée sur Ouais. son histoire. Voilà. Canon. Et franchement. on s'est bien éclaté à le faire. Canon. Alors, quels sont tes défis, toi, par rapport à... Voilà, enfin, je pense que c'est pas... Moi, ce que j'entends dire, en tout cas, c'est que c'est pas évident non plus, hein, le monde de l'édition. Donc, au niveau... Je sais pas, est-ce que tu as des défis économiques, des trucs... Ah bah de toute façon, l'économie, c'est au quotidien. Il Ouais. faut que ça tourne, tu Voilà. vois. Je veux dire, l'argent coule pas du robinet. Hein. N'est-ce pas? Et, Non, en plus, t'es dans une grande maison. Je veux Ah dire, ouais. Donc, les défis, c'est ça. Il y a d'autres défis, si tu veux. Tu vois, on va dire les gens comme moi, tu vois, qui n'avaient pas la culture, qui n'ont pas les codes. Mhm. Bah, parfois, ils arrivent avec leurs habitudes. Et après, le monde de l'édition, où il y a des gens plutôt parisiens, qui viennent de milieux plutôt aisés, ils ont d'autres codes. Ouais, Donc moi, il faut que je fasse le douanier, le contrebandier, tu vois. Il faut que j'apaise un peu tout le monde. c'est ça. Tu fais Parce un peu que- le traducteur, si je peux dire ça comme ça. Bah, en fait, si Ménage tu veux, un tu vois, peu, ouais, non, voilà, si tu veux, tout le monde. le truc traditionnel chez les gens issus de quartier, c'est qu'ils ont énormément d'énergie. Mhm. Mais donc parfois, il faut canaliser, tu vois, en disant, attends, là, c'est bien, tu vois. Je veux dire, on va pas non plus trop fouetter le cheval, tu vois. Fais ça, ça suffit. Pas too much, tu vois.
Et puis, mais c'est bien d'avoir de l'énergie, mais il faut la canaliser. Et d'autre côté, des fois, tu vois, les gens tiquent ou ils comprennent pas. Ils se disent, attends, mais lui, il veut faire trop de trucs, c'est le bordel, je comprends rien, etc. Voilà. D'accord. C'est hyper intéressant. On arrive à la fin. Quel est le conseil que tu donnerais à un jeune qui voudrait faire la même chose que toi? C'est-à-dire écrire, éditer, etc. Ouais. Bah, tu vois, il y a des conseils de psychologie interne qui... Je sais que une partie des gens aiment bien le développement personnel et d'autres le critiquent. Moi, je trouve qu'il faut ni critiquer ni encenser, mais ça peut être un outil. Bah, faut y croire, tu vois. Y croire dans la vie, c'est très important. Ouais. Faut avoir la foi, en fait, tu vois. La foi en ce qu'on fait. Et parce que si tu fais tout pour... si tu fais pour le succès, si tu fais pour la gloire, si tu fais pour l'argent, en fait, il y a un moment où tu n'auras pas la foi et donc tu n'auras pas l'énergie et ce que tu fais sera pauvre et sera moche. Donc, faut y croire et c'est pas grave si une fois ça marche pas, si 2 fois ça marche. Faut être un rhinocéros avec sa corne, tu vois. Le mur, il est là, et puis tu fonces, et à un moment, le mur, il va casser. Ouais. Et ça, c'est un peu dans tout. L'autre chose, c'est que, tu vois, moi, je crois, pour laisser embobiner par des discours politiques qui sont pas faux, tu vois, ou des discours militants qui sont pas faux, tu vois. Mais en fait, de croire à ces discours, ça m'empêchait de faire. C'est-à-dire tu vois, du coup, je me mettais dans un statut de victime, tu vois. Ouais. Or, en fait, la victime, la seule chose qu'elle peut obtenir, c'est réparation. Ouais. Mais toi, tu veux pas... Moi, je m'en fous d'avoir une réparation, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que mon projet marche, tu vois. Et je veux que le projet marche, non pas parce que je me plains, je veux que le projet marche parce que j'ai bossé pour qu'il marche, tu vois. Donc, quand tu vois, tu as un échec et quelqu'un te dit oui, mais c'est à cause du système et blablabla, okay, c'est super, j'ai l'explication. J'ai l'explication du pourquoi. Moi, je veux le comment, tu vois. Et le comment, c'est du taf. Et si on te dit, bah là, il faut porter un costume, c'est pas bien ou mal de porter un costume. Ça veut dire que le costume, il te permet d'avancer. Voilà. Il te permet de... Des fois, il faut savoir rentrer dans le moule parce que tu as un objectif. Et voilà. Et le monde culturel, c'est un monde où... il faut rassurer les gens en permanence. Tout le temps, il faut tout le temps rassurer tout le monde parce que, tu sais, la culture, en fait, que tu fasses de la musique, des livres, du cinéma, de la pub, des podcasts, ce que tu veux, je veux dire, c'est comme l'amour, tu peux pas forcer les gens à t'aimer. Tu ne peux pas forcer, c'est impossible. C'est clair. Tu vois, tu peux faire autant de pubs que tu veux, si quelqu'un n'aime pas le travail d'un artiste, avec, je sais pas, 1 million d'euros de pubs, tu vas doubler les ventes, mais si les ventes, elles étaient à 1000, elles vont passer à 2000, et donc le projet ne marche pas. Donc il faut que le projet il soit bon. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas forcer les gens à l'aimer, donc il faut travailler, tu vois. Et donc il faut rassurer les gens qui produisent, les gens qui éditent, les gens qui produisent ta musique, les gens qui produisent tes films. Il faut les rassurer en permanence. Ils flippent. C'est pas toi qui mets le pognon dans le projet, c'est lui. Donc il faut le rassurer. C'est hyper important ce que tu dis parce que, tu vois, on revient à ce que tu disais au début. Les gens, ils rentrent dans le moule, mais de façon... Pas de la bonne façon, en tout cas, quand ils commencent à vouloir parler de la banlieue, etc. Donc, il faut qu'ils se fassent confiance pour amener d'autres narratives, moi, je pense. Parce que là, c'est vrai qu'il y a une... Voilà, on regarde aussi ce qui se passe ailleurs, etc. Et on se dit, oh, sur le marché français, c'est un peu toujours la même chose. Donc, les gens se lassent. Moi, je sais que je ne vais pas donner de nom et tout, mais les derniers trucs qui sont sortis... ça m'a saoulée. Je me suis dit, non, mais là... Moi, tu vois, je juge pas. C'est juste que ça m'intéresse pas. Tu vois Moi, non, mais... Non, je suis pas... Ça m'intéresse pas. Tu vois je regarde, Non, il y a des choses, tu vois, par exemple, Saint-Omer, j'ai trouvé que c'était intéressant. Tu vois j'ai pas regardé. Saint-Omer, j'ai trouvé que ça racontait quelque chose, tu vois, qu'on n'avait pas vu. C'est très intello, donc c'est très différent. Il faut pas non plus juger parce que c'est très intello. C'est du grand cinéma, tu vois. Alice Diop, elle fait du grand cinéma. Après, c'est du cinéma de niche, mais elle l'assume. Et il faut aussi se dire, un enfant issu de l'immigration, il a le droit de faire du cinéma intello. Exactement, tu vois c'est pas un dossier, tu vois. Et il faut être content qu'il le fasse. Parce que les gens, quand ils militent pour une égalité, bah, c'est pour ça qu'on milite. On milite pas pour faire des trucs... Pour faire que des trucs avec sur les mamas africaines et machin. C'est parce qu'elle s'appelle Alice Diop que... Mais voilà. Non, moi, le film que j'ai... J'ai vu ce film. Lequel? Les nounous. Non, non, mais je crois qu'il est pas mal, hein, par contre. Non, je crois qu'il est pas mal. Non, moi, le dernier film qui est sorti que j'ai bien aimé, c'était Le Jeune Imam. Ça, j'ai trouvé que pareil, c'était...
Putain, j'ai honte de le dire, je l'ai pas vu. Ouais. Mais je devais le voir. Il y a pas, pareil, tu sens que, enfin voilà, la promo, elle était plutôt justement sur les réseaux sociaux, machin et tout. Je sais pas s'il y avait comment dire, si certaines personnes qui portaient le film, la distribution, etc., elles n'étaient pas à l'aise. Mais en tout cas, ça a quand même fait le buzz. J'ai voulu le voir à Montreuil, Cinéma Méliès, et j'ai pas moi, pu. Moi, c'était là-bas. J'étais invité à la première et ils nous ont dit, les gars, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et comme donc, quoi, c'est quand même un sujet qui touche les gens. Et c'était, tu vois, voilà, une autre. Justement, il y avait une représentation de l'islam, tu vois. Non, mais c'est que les gens aiment pas, on raconte autre chose. Voilà. Tu vois. C'est très intéressant. Et non, moi je trouve que c'est important. Et donc, si un jeune, je vais te dire, en fait, sois original. Ouais. En fait, quand tu apprends, tu copies. Mais il y a un moment, une fois que la copie sert à apprendre, tu vois. Mais une fois que tu as appris, après, cultive ton originalité, va chercher en toi ta singularité artistique. Et c'est hyper important. Ouais. Moi, si tu veux, tu vois, quand Grand Frère est sorti, il y a plein de gens qui me disaient, moi je me suis toujours sapé comme ça. Les gens me disaient, ouais, mais tu vois, faut être un peu plus comme les jeunes. Mais ça va, enfin, tu vois, moi je m'habille comme ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça va, t'es pas habillé comme un vieux. Moi je vais être gosse-beau, hein. Non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire? Ok. Non, mais moi je veux être gosse-beau. Je veux être branché. Je veux être swag, tu vois ce que je veux dire? Je veux être habillé comme un bobo. Il y a un problème. Le bobo, il fait de mal à personne. Il mange bio, il fait du vélo, il vote par FN. C'est quoi ton problème? Et je veux dire par là, et c'est ma singularité, tu vois. Et puis il y a des gens qui me disaient, ouais, mais tu parles un français châtié. Non, je parle pas un français châtié, je parle français. C'est quoi ton problème? Tu parles un français châtié. Ouais, les gens m'ont dit ça. J'ai pas l'impression. Les gens ils me disent, ils voulaient que je parle un peu gang. Ouais. Je vais pas arriver à la télé dans des moches d'émissions littéraires, tu vois, qui a été wesh cousin, c'est ridicule, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est forcé. Non, c'est n'importe quoi. C'est forcé. Je vais pas commencer à dire Igo, tu vois, c'est pas ma génération. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, quand PNL est arrivé, j'avais 30 piges. Ça va, tu vois, j'aurais pu être père de famille déjà 3 fois. Non, mais donc, c'est ça la singularité, ouais. Tu vois. Moi, je suis un daron, voilà. Non, mais c'est vrai, je veux pas jouer aux jeunes, je suis un daron, c'est ma singularité. Et je joue avec ça, tu vois. Et donc, c'est ça que je dirais à un jeune, tu vois, faut y croire. Il faut pas. Les gens sont pas ton ennemi. Oui. C'est pas des ennemis. Ouais. C'est pas des adversaires. Ils ont besoin de comprendre. C'est des gens à convaincre. Voilà, tu vois. exactement. Donc, et ça, moi, je suis content, c'est que je vois quand même une génération de jeunes qui l'ont pigé et donc qui arrivent très bien à comprendre qu'un projet a besoin de fondation économique, tu vois, qui soit solide et en même temps de singularité. Voilà. Et là où nous, je pense que ma génération, c'était on brouillonnait parce qu'on n'avait pas Internet aussi. Ouais. Ça, les gens l'oublient, tu vois. Et donc, on avait accès à moins de choses, ouais. Puis nos parents ne connaissaient pas tout ça aussi. Hein. Ah, mais laisse tomber. Laisse tomber. Moi, j'aurais dit à ma mère, à 18 ans, je vais être écrivain. Elle m'aurait dit, oh là là, oh là là. Bah, ils avaient peur. Il faut les comprendre. Non, ouais. Ça n'a pas été facile pour eux. Exactement. Ok, bah écoute, on arrive à la fin. Déjà, on aurait pu parler pendant des heures. Hein. Où est-ce qu'on peut suivre la Grenade sur les réseaux sociaux? C'est hyper important. Il y a un compte Instagram, et donc tu peux t'abonner. Il y a un compte Twitter. Moi, je suis abonné, hein, mais c'est pour que les gens sachent. Il me semble que c'est. Je crois que c'est la Grenade. C'est la Grenade, le label, ouais. ou label la Grenade, c'est l'un ou l'autre. C'est la Grenade. Ça commence par la Grenade. Ok. Ouais, donc c'est la Grenade, le label. Ce que je suis. Bon, de toute façon, vous verrez, il y a un logo rouge. C'est un G avec une goupille. Et donc c'est sur Insta, Twitter. Et TikTok, on n'a pas. Non, ça va être peut-être un peu. Ok. Et non, il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, important. Ok. Ouais, parce que les plus de 40 ans, leur réseau social, c'est Facebook. Hein. Bah oui, c'est ça. Enfin, j'ai remarqué. Après, moi, je ne le suis pas sur Facebook. Je me suis cramé, ça veut dire que j'ai plus de 40 ans. Je le suis pas sur Facebook, je le suis sur Insta. 40 years old. Je sais pas où est la caméra. She's 40 years old. On va tous y passer, hein. Ok, on va finir avec les petites questions gimmicks. Vas-y, les gimmicks. Envoie les gimmicks. Où sont les gimmicks? Gimmicks. Alors, je sais pas si t'écoutes beaucoup de musique. Ah si. Ok. Donc, pour toi, quel est le meilleur album de tous les temps? Un seul, hein. Chanson française, internationale. Ce que tu veux. Ah, c'est Bohemian Rhapsody de Queen.
Ah ouais, bien. Ouais, laisse tomber, laisse tomber. Les gens peuvent parler composition musicale, écriture, folie, il y a tout. C'est clair. Il y a tout. Mhm. Et Moi, voilà. à chaque fois qu'on me dit Bohemian Rhapsody, je pense au film. Ah oui, oui, le Ouais. film, il est génial. Il est magnifique. Franchement, le film, il est canon. Incroyable. Ok. Du coup, le livre qui t'a marqué à vie. Le livre qui m'a marqué à vie. Putain, il y en a plein. Hein. Ouais. Mais en fait, il y en a 3-4, tu vois, mais je vais. Mais t'as le droit d'en choisir qu'un seul. Putain, tu me poses une question là. Non, il y en a un vraiment, mais si je le dis, les gens vont. Tu vois, il faut vraiment être grand lecteur pour y aller. Mhm. C'est un pavé de Sinon, 900 tu vas pages. nous expliquer vite fait. Non, laisse tomber, c'est mes délires perso. Non, je vais en dire un qui est beaucoup plus accessible et qui m'a D'accord. marqué plus jeune. C'est Léon l'Africain, David Mahalouf. Mhm. Léon l'Africain, c'est l'histoire d'un homme qui est arabe andalou. Ça se passe au XIVe siècle, au XVe siècle au départ. Ça se passe juste avant la chute de Grenade. Et donc, bon, on découvre sa vie. Et donc, Grenade va tomber, les Arabes vont être chassés d'Espagne Mhm. et il va partir au Maroc. Et donc, on va suivre toute sa vie. Et c'est un homme assez extraordinaire parce qu'à la fin de sa vie, il va devenir scribe du pape. Il va devenir saint et on va l'appeler Léon l'Africain. Et c'est le premier Européen à avoir raconté Tombouctou parce qu'il y sera allé, il saura écrire, il sait écrire latin, il sait écrire arabe, il sait écrire d'autres langues. Et donc, il aura raconté aux Européens ce qu'a été Tombouctou parce qu'il l'a visité. Il l'a visité parce qu'il était marchand. Il était au Maroc, à Fès, il était marchand. Et c'est un livre, tu vois, assez extraordinaire parce que moi, quand je l'ai lu, ma vision de la culture arabe jusque-là, c'est la vision que m'avait imposée l'immigration. C'est-à-dire des blédards de quartier, tu vois, Willy Willy, Cheb Khaled et tout, tu vois le Ouais, délire. d'accord, Et là, ok. d'un coup, je me suis dit, waouh, il y a autre chose en fait, tu Ouais. vois. Et bon, j'étais jeune quand je l'ai lu, j'avais 18-20 ans, je crois, mais je conseille à beaucoup de gens de le lire, puisque, y compris, tu vois, quand on se plaint d'être discriminé ou d'évaluer, parfois, on s'auto-dévalue, on s'auto-discrimine aussi soi-même. On prend les codes stigmatisants, Oui. tu vois, les codes qui nous stigmatisent. Et donc, ce genre de lecture, ça permet de se renforcer, en fait, de se dire, ah oui, mais il y a autre chose, il y a ailleurs. Et cet écrivain, Amin Mahalouf, il est exceptionnel pour ça. Et surtout, il te montre, si tu veux, qu'il n'y a pas d'opposition entre les gens. Donc, tu peux être arabe, andalou, chassé par Isabelle de Castille qui voulait imposer le catholicisme en Espagne, et finalement tu viens le scribe du pape à la fin. Donc il n'y a pas de haine viscérale, tu vois. Il y a une histoire, il y a un mouvement, il y a des gens cons, il y a des gens moins cons, ou des gens géniaux et des gens cons, Mhm. etc. Et moi, ce livre, il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a donné confiance en moi, enfin plein de choses. Ouais. Par ailleurs, c'est un livre qu'on immédiatement on se dit mais attends, ça c'est une série, tu vois, et je sais qu'il va être développé, mais ça va coûter extrêmement cher parce que c'est des costumes, des trucs, Oui. le 15e siècle en Espagne, Ouais. tu vois le délire, faut filmer à Grenade, Séville, à l'Andalouse, enfin bon, c'est tout. En tout cas, tu m'as donné envie de le lire. Ah, là. c'est un livre génial et tous les gens à qui je l'ai passé, ils m'ont dit ouais, quelle histoire et tout. En plus ça se lit vraiment facilement, mais ça t'emmène, tu vois, et même tu vois tous les passages à Tombouctou, c'est assez génial parce que tu découvres l'Afrique au XVe siècle. Et c'est quand même un monde duquel il nous reste peu d'écrits. Oui. Tu vois, c'est un monde. Et là, tu as des écrits. Tu vois, donc Enfin, tu as des écrits qui ont été ensuite racontés sous la forme d'un roman, mais ça s'appuie sur les écrits de Léon l'Africain, Wow. dont j'ai oublié le nom Eh ben, arabe. il faut que je lise ça. La dernière question, je sais pas si tu vas dans les concerts. Si. C'est quoi ton dernier concert? Mon dernier concert, j'ai vu Aya Nakamura à Marseille, Ah au ouais. festival Mars Attack. Ah d'accord, t'es J'étais- Maya. Ouais, je suis impressionné. Ah ouais. Je regarde ça avec un autre œil parce que tu vois, j'ai vieilli, donc je regarde. C'est pas une artiste que je suis avec passion, Oui. tu vois, mais je regarde plus ça. Ce qu'elle a réussi à faire. Ouais, puis même, tu vois, pour moi, c'est un artiste, la prestance scénique et la performance scénique, c'est quelque chose d'important. Et je veux dire, sur scène, elle envoie du lourd, tu vois. Mmh. C'est quelqu'un. Parce que moi, j'ai pas été en fait. Ok. Bon, déjà, elle est entourée de musiciens, ils Ouais. sont tous bons. Mmh. Le lien avec le public est extrêmement fort et t'as l'impression qu'ils sont connectés en Wi-Fi, tu vois. Ouais, Elle fait une un geste et communauté les gens hyper chantent. Ah ouais, engagée, c'est ouais, incroyable. ouais. Il y a des gens de toutes les couleurs, tous les âges, y compris des enfants. Et donc, il y avait, je sais pas, 20 ou 25 000 personnes à ce concert. Et non, c'était assez impressionnant. Voilà.
Tu vois. Incroyable. Et dans la journée, j'avais vu d'autres concerts, tu vois, des grands noms du rap et tout. C'était pas du même niveau. C'était bien. Mais là, c'est quelqu'un qui bosse, hein. Waouh. Enfin, N'est-ce pas? Ah oui. C'est important de le rappeler. Ah ouais, hein. non, Vu comme non. elle se fait tout le temps lancer sur les réseaux. Succès sans sueur n'existe pas. N'est-ce pas? Là, il faut de la sueur, il faut s'acheter des bonnes serviettes pour s'éponger le front. Putain, Oxmo, il a une phrase géniale pour ça. Il me dit tout le temps, il répète tout le temps, le talent est fait pour être gâché. Il faut du travail. Et lui, c'est une règle. C'est-à-dire, il m'a dit, j'ai tellement vu de gens dans ma vie qui avaient du talent brut, du talent incroyable, rentrer dans une cabine, poser un texte de rap, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Et en fait, ça s'arrête à la cabine de rap. Il se passe, ça s'arrête. Il y a rien après. Puisqu'en fait, il n'y a pas de travail. Quand ton meilleur ami, c'est la flemme, t'es foutu. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais... C'est une belle phrase, hein? Ah, mais t'es C'est foutu. une belle phrase. T'es foutu. Ouais. T'es foutu. Il faut s'en débarrasser. C'est un mauvais ami, la flemme. C'est un enfoiré. Faut lui taper dessus avec un bâton. Faut le virer. Faut le virer. Eh ben, écoute. Dégage, la flemme. Casse-toi. Merci beaucoup. On a bien rigolé, hein? Ouais, c'est cool. Merci à toi J'espère que vous d'être avez bien venu. rigolé également. J'essaye d'être drôle dans la vie. Je ne sais pas si je le Ouais, suis. je vois ça. Hein. Moi Bientôt, qui je vais crois que faire- t'étais timide, mais Je vais- j'étais je- trop à je l'ouest, vais en fait. faire Je te jure, pour mon prochain livre, je vais aller faire du stand-up. Je vais aller parler de mon livre sur des scènes. Tu me diras, je viendrai. Hein. Ça va Je surprendre les suis gens. tout ce que fait la grenade, Je donc vais prendre mon viendrai. livre, je vais juste le lire pendant 10 minutes Ok, Voilà. bah écoute Maher, c'était vraiment un plaisir. également. Merci également. beaucoup. Merci à toi, et Sonia, de franchement, l'invitation. les amis, lisez tous les livres en fait, Ouais, en qui fait, sont signés sur je vous la demande pas grenade. de nous parce que- donner de la force. Je vous permets d'en acquérir grâce à mes livres. Grand Frère, Les Innocents, ça c'est de Mayer Guven. Ce sont des livres extraordinaires traduits dans 20 pays faciles. J'ai donné la bonne réponse tout à l'heure. Et après, il y a tous les livres de la grenade qui sont tout aussi géniaux parce que Oui. c'est moi qui les édite. Et donc, je vous dis, je vous demande pas de force. Hein. Gardez votre force pour vous. Je vous permets d'en acquérir davantage. Je compte sur vous. Ok, Merci. et ben merci. Et puis bah à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Culture Switch. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner une petite étoile, plusieurs d'ailleurs, ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, à le partager pour m'aider à avoir plus de visibilité. Merci, à très vite pour le prochain épisode.